Bon, salut à tous, on se retrouve à la Paris Games Week. Je suis accompagné de Thomas aujourd'hui. On a le petit micro avec la petite moumoute parce qu'il y a beaucoup de bruit, donc si vous nous entendez mal, je suis désolé, j'ai fait du mieux que je pouvais au montage. Du coup, PGW, ça se passe bien Thomas aujourd'hui? Ça se passe très très bien et pour cette année on a fait un peu d'innovation, on a des ateliers montage PC dans la zone composants périphériques et ça marche très très bien. Je viens aujourd'hui parce que déjà à la fin j'ai une toute petite interview à te faire, j'ai 2-3 questions à te poser pour toi directement, mais je venais aussi, bien sûr, parce qu'on est ici pour Rogue, on est aussi pour du haut de gamme. Et je voulais savoir, est-ce que tu avais des nouveautés, des trucs à me dire? Peut-être, parce qu'en ce moment, si vous n'êtes pas au courant, il y a les Intel nouvelle génération qui sont sortis, j'allais dire 15e, mais c'est pas le cas. Voilà, ils ont tout changé. Les Ultra qui sont sortis. Est-ce que tu as des cartes mères, est-ce que tu as des produits préférés déjà dans cette gamme? Des nouvelles cartes mères par exemple? Actuellement au niveau des cartes mères, je dois avouer que j'ai été agréablement surpris par tout ce qu'on a sorti, là, qui a été présenté à la Gamescom, au niveau des features d'ergonomie pour l'installation, notamment le système d'éjection de la carte graphique sans bouton, en fait complètement modèle, c'est assez bluffant. D'ailleurs quand je fais la démonstration devant tout le monde, chacun est bug en fait devant le système. C'est très très simple d'utilisation. Pareil pour le système d'installation des M2, donc en fait je pense que cette génération-là, vraiment il y a un gap par rapport à ce qui a été présenté avant. Après, pour ce qui est des technologies propres au chipset, on va dire que Intel a amélioré de son côté l'efficience énergétique. Qu'est-ce que t'en penses en fait? Ouais, c'est ça, des CPU, des nouveaux Intel. Je pense que c'est bien qu'ils aient fait cette approche-là. Il fallait qu'ils remettent les choses à plat et surtout qu'ils regagnent un peu la confiance des utilisateurs. On l'a vu, là, les tests d'Intel sont sortis hier. Il y a des gains en applicatif, il y a des choix qui ont été faits. Je pense à un choix très clair en mode on a décidé de repenser l'architecture, ils ont enlevé l'hyperthreading, il y a forcément des choses que ça implique, mais des gains. Moi je vois aussi le gain thermique qui ça permet d'avoir quelque chose. Même le 14600K que tu m'avais prêté, il y avait un 360 dessus, et un i5 les gars, j'étais à 80 degrés en jeu. Un i5, rendez-vous compte si vous avez le i9 quoi, c'est water cooling custom quasiment obligatoire. Là je pense qu'Intel est bien, c'est bien qu'ils aient fait ce choix là. Et quant à AMD, ils sont bien installés en fait aujourd'hui avec une technologie, le X3D, qui a fait ses preuves là-dessus. Donc que ce soit les gammes Asus ROG en Intel ou en AMD, cette génération-là pour moi est plus intéressante que les générations précédentes. Et moi je trouve qu'il y a eu un tournant un peu. Je trouve que AMD ont parti carrément du côté gaming et Intel sont restés du côté professionnel avec cette nouvelle gamme. Mon avis là-dessus, je pense qu'on est un peu... Aujourd'hui, les processeurs sont quand même largement ultra puissants. Je préfère avoir personnellement un processeur plus stable et plus frais et 2% de moins que 5-10% de plus, mais avoir des complications pour ce qui est de la gestion de l'enveloppe thermique. Donc c'est pour ça que je pense que c'est bien le choix qui a été fait. Et AMD pareil, à la première génération Ryzen avait chauffé beaucoup. Ils l'avaient conçu comme ça, mais le marché a décidé que la réaction du public a été négative. Les X3D sont des très bonnes puces, les 9000 sont des très bonnes puces. Les Ultra ont leurs avantages. Il faut qu'ils choisissent en fait s'ils veulent de l'efficience ou de la performance, et auquel cas les 14e sont tout à fait bonnes. Ouais, c'est ça, c'est carrément ça. Les Intel, c'est plutôt sur l'efficience et les AMD pour le maximum du maximum qu'on puisse faire. Sinon, j'avais vu juste en bas que tu as présenté un petit clavier en gamme extrême, qui est très récent encore. Donc c'est une nouvelle gamme de chez Rogue. Vous voyez, vous avez le haut de gamme TUF, vous avez encore au-dessus, vous avez Rogue, et vous avez encore au-dessus, vous avez extrême. Donc là, vraiment, là, on toupe le plafond, carrément. Et qu'est-ce que vous avez sorti en gamme extrême en total? Vous avez sorti une clavier, une souris? En extrême, en fait, on a pris le Rogue Azoth comme base de réflexion et on en a fait un clavier toute option. C'est comme ça que j'aime le dire. Un clavier qui est avec un châssis tout en aluminium, avec un écran couleur tactile, avec les switches hot swap comme on pouvait avoir sur le Rogue Azoth classique. Le bundle reste le même, mais les finitions sont clairement au-dessus et le clavier pèse 2,2 kg. Ouais, je l'ai posé, le gars, c'est un délire. Bon, c'est un budget à mettre, certes, parce que c'est du extrême, c'est déjà du rock de base, c'est avec le prix qu'il faut mettre. Mais, honnêtement, je trouve que le prix est pas non plus trop déconnant. Surtout quand tu te rends compte que tu m'as montré, on peut retirer les switches, on peut les interchanger, il y a vraiment... En fait, il y a tout ce que vous voulez dans le clavier. Je sais même pas ce qu'on pourrait rajouter en plus, quoi, tu vois. Bon, voilà. On a le Clear qui vient d'arriver sur scène. Voilà, on sait que c'est lui. Thomas m'a ramené des nouveaux produits. Petite prise en main, j'ai sorti de la vitrine, donc petite prise en main, j'ai sorti de la vitrine. Alors, vous allez voir directement
le casque. Voilà. Donc là on a le ROG Delta 2 du coup. Delta 2 effectivement, avec notre nouveau système du coup d'ajustement et la mousse comme tu peux voir qui est de super bonne facture, vas-y, hop. Très très. On dirait, vous savez, les cuirs BMW un peu que vous avez sur les sièges. Non, c'est très très propre, très confortable avec 100 heures d'autonomie. Combien? Plus de 100 heures. Ah ouais, c'est... Ouais, mais après... C'est 110, donc 100 large. Donc ouais, ok, d'accord. Alors, j'ai soulevé la souris juste avant le début de la vidéo et j'ai fait une tête à Thomas. C'était assez phénoménal parce que là, genre, vous vous rendez pas compte les gars, mais genre là, bon je vais pas le faire, mais si je la jette la souris, il y a moyen que je traverse tout le salon avec la souris tellement qu'elle est légère. Elle est vraiment, je sais pas combien elle fait, tu sais combien elle fait? C'est une vraie souris en fibre de carbone en fait, c'est pour ça qu'elle est si légère. Attends, c'est une souris en... Fibre de carbone. Alors les gars, les gars, bon, les fans de bagnole là vous allez aimer, on a la première souris en fibre de carbone, en gros, hein. C'est la première. En tout cas, je sais pas si c'est la première au monde, mais c'est la première en tout cas pour le marché gaming, en tout cas à sortir à ma connaissance, et c'est la plus légère sans trou. Je précise, sans grille, parce que il y a d'autres concurrents qui sortent aussi des souris avec trou, mais c'est quand même pas super ergonomique quand il s'agit de faire l'entretien de la souris. On est d'accord? Alors les trous c'est triché, là les gars la souris elle est pleine. Et elle est plus légère que quasiment toutes les souris que je connais pas, c'est impossible. C'est pour ça que ça m'a choqué, je l'ai soulevé, je m'attendais à un truc lourd, mais non. Mais ouais, et en plus elle est costaud. C'est très 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 sûr. Ah, c'est du carbone, hein. Voilà. Bah, c'est assez exceptionnel, ça m'a choqué. Hein. Et alors tu connais le prix ou pas? Pardon? Tu connais le prix? On est à 280 €. Bon voilà, alors les gars, bien évidemment c'est normal qu'on s'attende à un prix comme ça pour une souris en carbone. Hein. Bon, du coup souris en carbone, voilà, juste on pose ça, et un clavier extrême. Là tu vas soulever le clavier pour la première fois. Alors si je vais y arriver à soulever le clavier d'une main, parce que vous connaissez ma force les gars, là déjà, bon on n'est pas sur un clavier en carbone je vous le dis, mais là je fais ça 5-6 fois, j'ai mal au bras, voilà je vous le dis direct. Là si Thomas le lâche sur la table, il y a moyen que la table se casse, voilà en gros, voilà. Donc là on a deux extrêmes, on a la souris super légère et le clavier super lourd. L'important dans ce clavier c'est surtout qu'il ne bougera pas. Quels que soient les mouvements que vous faites sur le bureau, l'accroche est très très bonne. Alors j'ai vu, il y avait les supports aussi magnétiques. Ça c'est sympa, moi j'ai vraiment aimé. Et puis ça casse pas comme tous les supports en plastique que tu mets qui pètent, c'est chiant. Là au moins on est sûr d'avoir un truc bien, tu vois. Vous en avez d'autres dans la boîte avec un autre niveau. Vous mettez ceux qui vous conviennent et ils bougent pas. Nickel. Là vous avez une surface antidérapante. Tout le reste c'est de l'aluminium massif. Vous avez un clavier en aluminium massif et une souris en carbone, les gars, vous êtes dans le futur là. Moi je dis, il est cher, mais au kilo, il est pas si cher que ça. Voilà, donc le prix au kilo de ce clavier, les gars, il est pas si cher que ça au final. Mais bon, alors c'est un budget. Est-ce que tu peux dire le prix ou pas? Là, on est à plus de 600 €. Hein. Voilà, donc on est à plus de 500. Voilà, 550-600 balles. On peut s'attendre peut-être à des cashbacks ou peut-être des promos au fil de l'année. En tout cas, moi, je considère ce clavier comme un clavier d'exception. C'est pas le genre de clavier, on sait qu'on va pas en vendre des tonnes. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment se faire plaisir, d'ailleurs sur le salon il y avait un passionné de la marque et un passionné qui voulait se... On l'a fait, j'ai sorti pour la démo, c'est là que ça m'a donné envie d'en parler justement. Mais il faut l'avoir en main, c'est ce qu'il m'a dit. Il l'a eu en main et il a su qu'il le voulait en fait. Parce que c'est pas une simple liste de specs sur un site qui va te donner envie de l'acheter. Quand tu l'as tenu en main, tu sais ce que tu achètes. Et là, tu sais pourquoi tu payes le premium. C'est comme une voiture. Une voiture, vous allez forcément l'essayer en vrai au moins une fois pour vous dire si vous l'achetez. Bah là, c'est quasiment la même chose. Bah écoute, super sympa ces petits produits. Moi, ce qui m'a plus choqué, je vais le revenir dessus, mais c'est la souris. Je te jure, vraiment, ça m'a marqué de fou. Une souris en fibre de carbone, les gars. Ah bon. Merci pour m'avoir ramené tous ces petits produits. C'est très sympa. Ouais. La souris a été testée par Yukio d'ailleurs, donc si vous voulez avoir l'avis d'un professionnel de l'e-sport, n'hésitez pas. Il l'a énormément apprécié, il est venu m'en parler sur le stand. Il m'a dit que basiquement c'est le genre de produit qu'il approuve à 200%. Et en plus quand on regarde... Yukio, si tu nous regardes. Et en plus quand on regarde après les concurrentes un peu directes de celle-là, ça va être la G Pro Superlight ou la Superlight 2 qui sont à 150 € déjà, la 2. Là t'es plus léger. T'es en fibre de carbone, t'es beaucoup plus léger, voilà. Enfin, pour l'e-sport, il n'y a pas mieux. Je pense que les gammes extrêmes, que ce soit le Ryujin extrême, le water cooling, le clavier ou la souris, la vraie différence, c'est que l'on utilise des matériaux nobles. C'est qu'on ne vend pas un matériau qu'on nomme extrême avec du plastique un peu haut de gamme. Là, on utilise de l'aluminium, on utilise du carbone, on utilise des ventilateurs avec des refroidissements de qualité, des pompes dernière génération. Tout est fait pour être premium et de haute facture. Là, c'est chaud, les gars, c'est chaud. Bon. Mais bon,
Sinon, pour revenir vite fait à quelques petites questions, alors je vais sortir quelques questions, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce que tu penses au niveau hardware en général qui a été la meilleure innovation de ces dernières années? Qu'est-ce qui pour toi a changé le game un peu? Je ne vais pas me faire des amis, mais c'est vrai que les technologies d'upscaling ont quand même vachement changé la donne. À l'époque où Nvidia a lancé sa techno, tout le monde critiquait. Il y avait peut-être effectivement des compromis à faire, mais c'est vrai que la technologie de l'IA appliquée à cette chose, cette façon d'utiliser l'algorithme, a vraiment changé la manière dont fonctionnent vraiment les composants. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on arrive à avoir des performances graphiques assez bluffantes. Ça a donné en fait un coup d'air frais sur les graphismes en général. Et là-dessus, je pense que Nvidia a un coup d'avance. Mais voilà, et après il y a les histoires de ray tracing, la concurrence aussi se réveille, il va y avoir un espèce de polarisation sur le marché avec du très haut de gamme, très cher, des cartes pro, semi-pro, gaming et beaucoup de cartes plus simples. Moi j'attends de voir ce qu'on pourra faire avec des cartes mid-range, mais avec ces technologies-là en fait. Mais il y a un truc que je trouve aussi, c'est que depuis que le DLSS ou même le FSR est sorti, il y a un relâchement. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, il y a un relâchement au niveau des développeurs, de l'optimisation. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ils n'ont pas attendu le DLSS pour qu'il y ait un relâchement sur l'optimisation. Hein. Moi je pense que c'est plutôt une bonne excuse. Parce que ça fait des années qu'on se plaint du manque d'optimisation des jeux. La vérité, c'est qu'ils veulent faire trop de jeux trop souvent et qu'ils n'ont pas le temps de les finir. Et qu'ils sont... Moi, je suis le genre de personne, sauf pour les jeux coup de cœur, où là, je les achète. Limite, je les précommande, d'accord. Mais je jouais au jeu 6 mois après, en fait. Parce que je sais qu'ils sont finis. Mais en même temps, si les gens veulent des jeux tout le temps, de la nouveauté, à ne plus savoir qu'en faire, les développeurs ne peuvent pas suivre. Le meilleur exemple, ça a été Baldur's Gate 3. Le jeu, il a mis 6 ans de développement, quelque chose comme ça. Bon, il y a eu même des bêta-tests, il y a eu des alphas, il y a eu des retours de la communauté. Le développement a pris des années. Mais quand il est sorti, il n'y avait rien à dire. Rien à dire. Donc, Et ça a marché, en plus. Les gens étaient super contents du jeu, il était en position extrêmement positif sur Steam, les avis, donc vraiment tout le monde était d'accord là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu, merci à toi Thomas de m'avoir ramené ces produits. Et puis peut-être un petit dernier mot, peut-être pour la PGW ou sur ces produits peut-être. Si vous êtes passé sur le stand, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Au plaisir de vous revoir l'année prochaine, n'hésitez pas à venir. On a vraiment eu beaucoup plus de place pour le hardware et l'année prochaine on va essayer de faire encore plus. Et à plus pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, voilà. Ciao ciao.